Amis de la culture, férus des belles lettres, et bonsoir et bienvenue à Bion Littérature, votre chronique littéraire sur Bion Télévision. Ce soir, nous avons toujours ce même plaisir de recevoir pour vous un auteur congolais qui vient nous visiter avec un ouvrage on ne peut plus intéressant intitulé « La corruption en République démocratique du Congo ». L'auteur est ici avec nous sur ce plateau. Il s'appelle Monsieur le professeur Justin Kabongo Tounsala, à qui nous disons bonsoir et bienvenue, professeur. Merci Richard, bonsoir. Merci beaucoup, c'est vraiment un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau, d'autant plus que vous venez nous voir avec un ouvrage dont le titre, je dis, il est très percutant, très provocateur, on va dire comme ça, la corruption en RDC. Mais rapidement, on va essayer de vous présenter pour que ceux qui nous suivent puissent avoir une idée sur vous. Ce qui est écrit de vous à la 4e de couverture de cet ouvrage, des pratiquement plus de 120 pages, publié aux éditions L'Harmattan. On dit de vous que vous êtes né en 1944, à Luebo, province du Kasaï, vous êtes diplômé en humanité moderne, section économique à l'Athénée de Kalina. En 1964, à Kinshasa, RD Congo, licencié en sciences administratives et diplomatiques à l'ENDA, donc École nationale des droits et administration. Vous êtes actuellement professeur à l'ESFORCA et aussi haut fonctionnaire du ministère des Finances et Budget, inspecteur général de finances, secrétaire général de l'administration publique, mais aussi dans un cadre particulier, vous êtes président de l'Association africaine de lutte contre la corruption. Je pense que c'est aussi cette association qui vous amène comme ça à publier cet ouvrage. Je rappelle le titre, La corruption en République démocratique du Congo. Alors, professeur Justin, parlons-en rapidement de ces thèmes on ne peut plus intéressants et particuliers, la corruption. Je m'en vais comme ça citer votre préfacier, le professeur Baudouin, qui, lui, s'est vu un peu surpris de constater comme ça, vous, homme de finances, vous mettre comme ça dans la peau, on va dire, entre guillemets, comme il dit lui-même, le préfacier, des moralistes pour parler de ces termes de la corruption. Dites-nous un peu comment est-ce que vous vous retrouvez comme ça, du coup, à parler de la corruption. Qu'est-ce qui vous a tiqué comme ça, professeur? Oui, monsieur Richard, merci beaucoup. La question est pertinente. D'accord. Mais la question est non seulement pertinente, mais elle est profonde. J'aimerais vous dire qu'en sus de ce que vous avez dit comme mon cursus, oui, j'ai été inspecteur général des Nations Unies pendant 10 ans au niveau du programme des Nations Unies et au niveau de toutes les organisations du système des Nations Unies, de 86 à 96. Et après 96, je suis rentré dans mon pays où j'ai repris mes fonctions au ministère des Finances, particulièrement à l'inspection générale des finances où je suis jusqu'aujourd'hui. D'accord. Ça, c'est un détail important qu'il faut noter. Très important. Que j'ai une grande expérience en matière de diplomatie internationale. Vous m'avez posé la question de savoir pourquoi ce thème, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis allé, comme le professeur Bomandeka dit, dans un système moraliste. Effectivement, il a raison. Vous savez, nous sommes les enfants de ce pays et nous évoluons dans notre pays et nous observons l'évolution de la société. Nous voyons comment se comporte notre pays, le peuple congolais, dans quel état il se trouve. À gauche, à droite, on observe, on voit et ça peut nous interpeller. Un pays aussi riche que le nôtre, incommensurablement riche, mais le peuple du Congo vit dans une pauvreté incroyable. Les organes des Nations Unies sont allés même jusqu'à nous qualifier 154e pays après 74 cités. Et ils ont évolué pour constater que le peuple congolais vit au-dessous du seuil acceptable de $1,25 par jour comme seuil de vie, de pauvreté. Un Congolais conscient, vivant dans ces concepts-là, ne peut pas ne pas se poser la question. Pourquoi? Qu'est-ce qui est à la base de cette pauvreté du peuple congolais alors que le pays est excessivement, exagérément, scandaleusement riche? Voilà ce qui m'a poussé à réfléchir autour de ça. J'ai cherché quelle est la cause
de la pauvreté de notre pays. Ça, on va en venir dans l'échange de cette émission. Exactement. Et donc, l'ouvrage, il fait sa 20 pages, publié aux éditions L'Harmattan, de manière un peu pédagogique. Vous avez pensé très bien le subdiviser comme ça en chapitres. Je vais rapidement comme ça citer les 6 chapitres qui constituent cet ouvrage, puisque c'est quand même important que ceux qui nous suivent puissent le savoir. Le premier, vous l'intitulez « La corruption en République démocratique du Congo ». Le deuxième chapitre sur les pratiques de la corruption dans les administrations publiques de la RD Congo. Troisième chapitre, la corruption en RD Congo, ses pratiques dans le secteur socioculturel. Quatrième chapitre, la corruption en RD Congo, sa pratique dans les sphères politiques et des dirigeants congolais. Cinquième chapitre, la corruption en RD Congo, ses effets sur le plan économique, financier, socioculturel et éthique. Sixième chapitre, le thérapeutique proposé pour lutter contre la corruption en RD Congo. Ce qui m'a un peu plus intéressé rapidement quand je faisais un peu lecture en diagonale de l'ouvrage avant d'entrer en profondeur, c'était de voir que déjà au troisième chapitre, vous dites la corruption en RD Congo, c'est pratique dans le secteur socioculturel. Et là, dans une des sections, vous dites la corruption de bas niveau dans le chef des administratifs de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur et universitaire. Je m'en vais comme ça considérer, professeur, et c'est ce que vous dites bien dans l'ouvrage, que la corruption en RD Congo, mais elle est totalement alors généralisée, jusqu'à dire que dans le secteur du primaire, on vit la corruption. Est-ce des arguments bien cherchés? Est-ce des recherches avérées que vous dites, ou c'est seulement pour un peu faire un peu, entre guillemets, grand bruit sur ces termes de la corruption, professeur? Mon cher ami Richard, je veux vous dire une chose, que s'engager dans ce domaine de livres, il ne faut pas être un palliatif, il ne faut pas plagier. C'est un travail scientifique qui s'adresse à un monde, non seulement congolais, à un monde international. Et il faut que les arguments qu'on porte dans un tel livre soient des arguments solides, fondés, recherchés et avérés. Exact. Si j'ai parlé de la corruption dans ce domaine de l'enseignement, vous savez qu'on ne peut pas construire un pays sans l'enseignement. C'est la base même de la vie de tout un pays. Mais quand l'enseignement est au bas niveau, comme nous le vivons aujourd'hui chez nous, il faut chercher les causes de cet engrenage, il faut chercher les causes de cette dégradation du niveau de l'enseignement dans notre pays. Et en faisant des recherches, je suis arrivé à voir des preuves qu'au niveau primaire, au niveau de l'école primaire, un enfant est déjà dans sa mentalité conscient qu'il ne peut pas aller à l'école sans avoir quelque chose pour soit donner au professeur, soit donner à la maîtresse. C'est l'exemple de cette fillette de quelques années qui va en retard à l'école, mais elle a prévu déjà dans une couverture de son cahier 200 francs qui, à l'arrivée, sachant qu'elle est en retard, sachant qu'elle va être blâmée, elle va remettre ça à sa maîtresse pour qu'on lui laisse entrer à l'école. À partir de cet exemple, vous devez comprendre à quel niveau notre système de l'enseignement est biaisé et complètement corrompu. Et à partir d'un enfant qui naît, qui grandit dans ce concept-là, moi, je ne vois pas comment il va changer dans sa vie adulte. Donc, c'est quelque chose de réfléchi, c'est profond, l'exemple que j'ai donné, pour vous montrer à quel niveau l'enseignement de notre pays est au plus bas niveau, sans parler du comportement des enseignants. Ça tombe à pic puisqu'ici, c'est la rentrée scolaire bien sûr, aussi. C'est la rentrée scolaire. Les enseignants aujourd'hui, eux-mêmes sont des parents. Ils sont soumis à des conditions draconiennes de payer les 3/4 avant d'entrer à l'école ou de payer voire même les 100% avant d'entrer à l'école. Ces enseignants-là, dans quelles conditions psychologiques ils vont reprendre les cours? Parce qu'eux-mêmes sont concernés par cet état des choses. Cet argent-là qu'on leur réclame,
il touche combien, les conditions sociales, les conditions de rémunération des enseignants, fait que l'enseignement de notre pays est au bas niveau, comme je dis. Voilà un peu les quelques exemples qui peuvent illustrer le niveau de la corruption de bas niveau au sein de notre enseignement. Vous présentez plusieurs définitions comme ça de la corruption, puisqu'on doit se fixer aussi sur ça, Oui. et aussi les formes, mais même aussi le sort de corruption. Oui. Et ça, c'est quand même intéressant, puisque je me suis dit que c'était très pédagogique, parce que c'est comme si, bon, on comprend que la corruption en elle-même, c'est un ensemble, et qui a donc plusieurs contenus, donc plusieurs définitions. Oui, Et voilà. C'est Donc, long. voilà. Vous avez raison, Richard. Quand vous entrez dans le livre, j'ai fait un grand effort pour démontrer, parce que les gens parlent de la corruption, corruption. Dans tous les domaines, on parle de la corruption. Mais il faut savoir, la corruption d'abord, c'est quoi? Corruption quid, exactement. Voilà, c'est quoi la corruption? Vous allez revenir aux différentes définitions, comme je dis, que la corruption est multiforme dans notre pays. Vous allez voir, la CENCO a défini la corruption. Perception. L'OCDE, qui est l'Organisation internationale, a défini la corruption. La Rousse a défini la corruption. Notre droit pénal a défini la corruption. Vous comprenez que dans chaque domaine, le facteur de la corruption retient l'attention de tous. Donc la corruption est multiforme. Et elle se pratique à des degrés divers, à des dimensions diverses. Il y a une corruption morale, il y a des corruptions matérielles, il y a des corruptions actives, il y a des corruptions passives. Et vous comprenez que j'ai fait un grand effort pour que celui qui va lire ce livre doit savoir exactement de quoi parle-t-on. Parce qu'on ne peut pas se mettre à parler comme ça, corruption, corruption, sans savoir qu'est-ce que ça veut dire. Tout à fait. Il y a plusieurs formes de corruption. En bref, la corruption, c'est le fait simplement de détourner quelqu'un de son devoir pour bénéficier de ce que vous cherchez. Ça, c'est en conclusion de tout ça, mais les définitions de la conclusion sont multiples et puis sont profondes. Chacun se retrouvera quelque part dans ce qu'il fait dans sa vie. Il va se dire, en fait, je suis concerné. Et pourquoi ne pas me remettre en cause pour ne pas faire la même chose? Mais maintenant, prenons le cas de la RD Congo, et ça, vous le dites si bien dans votre ouvrage. Je me suis un peu apaisanti là-dessus, en tant que chercheur et intellectuel. Le Congo, en soi, notre pays, la RDC, parlant de la corruption, on en fait mention que, et vous le dites si bien, dans le cadre du code pénal, que pour les agents de l'administration. Et c'est là que l'on parle de l'infraction de la corruption. Et donc, après, pour l'ensemble, le reste de la communauté, est-ce que l'on peut considérer cette généralisation d'appellation de corruption, ou devrions-nous alors lire l'ouvrage pour qu'à chaque fois qu'il y a cette tentative de détournement ou de soudoiement, de parler d'autres termes que de parler corruption, puisque en RDC, la corruption, on en fait référence que pour les agents de l'administration. Oh, mon cher Richard, je suis flatté. Je vous dirais tout simplement que j'inviterai le peuple congolais, même s'ils n'ont pas les moyens tous d'acheter le livre, mais que chacun fasse un effort pour lire au moins ce livre. Parce que je disais que la corruption est devenue... elle est généralisée dans notre système. Et j'ai démontré à travers le livre qu'il n'y a pas un seul secteur de vie sociale, politique et économique qui échappe, même religieuse, à la corruption. Je le dis clairement et avec preuve. Vous dites qu'on n'en parle que dans le domaine de l'administration, comme notre droit pénal l'a dit. Non, même notre droit pénal est allé très loin. Il n'y a pas que simplement le fait des administratifs. Notre droit pénal est allé même jusqu'à ceux qui font l'enrichissement sans cause.
ils sont concernés dans le droit pénal, des actes qu'ils posent. Tout celui, autorité ou pas, qui bénéficie de quelque chose dont il est sûr qu'il ne mérite pas, il est déjà dans la corruption. Le droit pénal le définit clairement. Si tu peux revenir à ton livre qui détient, tu verras très bien. Quand tu vas dans d'autres secteurs que l'administratif, vous allez voir dans le secteur politique, je ne me suis pas gêné de démontrer qu'un homme politique dans tous les pays du monde, c'est quelqu'un qui doit être au-dessus des intérêts personnels, des intérêts égoïstes. Il doit d'abord s'occuper de l'intérêt du peuple avant de s'occuper de soi-même. Mais dans notre pays, nous avons eu des cas, des preuves où l'homme politique abuse de son propre pouvoir d'homme politique pour pouvoir acquérir des biens ou s'enrichir injustement. C'est de la corruption, c'est démontré dans le livre. Vous allez voir au niveau des parlementaires, par exemple. Et j'ai démontré un cas, nous avons tous appris, nous avons tous vécu. Il y a eu des élections dans notre pays ici. Nous avons vu comment on a truqué les élections, comment on a bourré les urnes. Et tout cela, c'est la corruption dans le milieu politique. Et quand vous allez dans le milieu d'affaires, alors encore une fois, davantage, voyons comment les milieux d'affaires dans notre pays, chacun cherche à avoir le plus possible. Il achète une marchandise à $5, il veut gagner 50. Tout cela, c'est la corruption. Le commun des mortels dit que tout le monde est corruptible. Tout le monde est corruptible. Il suffit juste de pouvoir augmenter la mise. Oui, donc, et puis voilà. il tombe. Alors, dans ces cas-là, c'est que la corruption ne va jamais... Si, dans notre travail, nous avons cherché à démontrer les mécanismes de la corruption, à démontrer la vulnérabilité du peuple qui subit la corruption face à ceux qui viennent le corrompre. Parce qu'ils profitent de la faiblesse des conditions de vie de ce peuple qui est soumis à des conditions de pauvreté pour pouvoir obtenir ce qu'ils veulent avec un peu d'effort. Si fort il y a, parce qu'il doit donner quelque chose, ou promesse matérielle, ou promesse morale, il obtient ce qu'il veut. Mais il y a lieu de lutter contre la corruption. Même si toutes les mesures thérapeutiques proposées par le gouvernement, vous avez dit, sont soldées un peu en échec. Oui. On tend pratiquement déjà vers la fin, professeur. Je dis, ça, je veux revenir avec vous et je veux vous demander de m'accorder un peu plus de temps. Tout à fait. Vous savez, à lire, on voit des mesures qui ont été prises jusqu'à un certain moment. L'ITIE et tout. Bon, l'ITIE, c'est déjà une mesure positive. Exact. Et il y a eu différentes commissions qui ont été créées. Il y a eu des différentes lois qui ont été promulguées par le chef de l'État. Mais la plupart n'ont pas été suivies des faits. Exact. Le chef a orienté, mais l'orientation seule ne se fait pas. Il faut qu'il y ait l'exécution des lois. Il faut qu'il y ait l'exécution des orientations du chef. Il faut que les gouvernants appliquent les orientations édictées par le chef du pouvoir. Est-ce que les orientations du chef ont été suivies? Est-ce qu'ils ont été appliqués? La non-application entraîne justement l'avantage au peuple de s'adonner à ce qu'ils font parce qu'ils ne sont pas punis. Il n'y a pas de sanction de la non-application des lois ou des orientations dictées par le chef de l'État. Voilà ce qui est déjà un fait négatif. C'est ce que j'ai dit, que la plupart de tout ceci n'ont pas eu des effets positifs. Nonobstant cela, je peux vous dire que le chef de l'État lui-même ne s'est pas fatigué. Ne s'est pas fatigué. C'est quelqu'un qui a donné de lui-même tous ses efforts pour lutter contre la corruption dans ce pays. Je peux te montrer citer quelques exemples.
Si vous me donnez quelques minutes. On est pratiquement, malheureusement, arrivé déjà vers la fin de l'émission. Oui, mais c'est très important. On est en train de chuter, oui. C'est très important pour noter, c'est que il y a un effort qui est fait par, je dis bien, le chef de l'État lui-même, pour qu'on puisse essayer d'élaguer ou éradiquer, si pas atténuer la corruption dans notre pays. Là, je peux vous montrer le cas de l'accord que le chef de l'État a signé en 2004 avec son collègue sud-africain sur l'éthique et chercher à ce que tout celui qui entre au pouvoir déclare ses biens. C'est bien. Est-ce que c'est fait? Le chef de l'État est allé plus loin. Il a signé l'accord sur l'ITIE pour pouvoir créer la transparence, la traçabilité dans la production de nos produits miniers, la vente de nos produits miniers, la déclaration des revenus qui proviennent de la vente de produits miniers. Cet effort est encourageant, mais est-ce que les exploitants miniers font ce qu'ils doivent faire envers notre État? Le gouvernement congolais s'est engagé dans la révision du code minier, qui est un élément capital si on doit améliorer les conditions de vie de ce peuple. Mais malheureusement, le code minier n'a jamais été révisé. Voilà. Et je suis désolé de ne pas donner beaucoup plus d'autres informations que le gouvernement, à travers le chef de l'État, a déployé au niveau de la conclusion des assises sur le collage des recettes, l'engagement du chef de l'État de lutter contre la corruption, tolérance zéro, et il y a eu beaucoup d'autres mesures qu'il a prises qui concourent à l'amélioration des conditions de vie du peuple pour lutter contre la corruption, mais la bataille est longue. Et je conclus en vous disant que tellement c'est dur, la corruption doit être déclarée dans notre pays comme un ennemi contre le peuple congolais. Tout à fait. Un ennemi, au même titre qu'un ennemi qui prendrait des armes pour venir nous attaquer, il faut qu'au niveau du pouvoir, on déclare la corruption comme l'ennemi du peuple congolais et qu'on organise une grande conférence nationale pour lutter, étudier les moyens et les mesures pour pouvoir contrer cet ennemi-là, pour le combattre effectivement. Ça, c'est le souci du travail que nous avons fait dans ce livre, M. Richard. Merci beaucoup, professeur Justin. Le travail en question est intitulé, chers amis, La corruption en République démocratique du Congo. L'ouvrage, on peut le retrouver où, professeur, rapidement, et vos coordonnées si possible? Oui, très bien. Il y a l'édition Harmattan, oui. ici à Lingwala, où on aura à déposer quelques exemplaires. Et puis, nous sommes engagés avec... on fait des contacts avec la librairie Pauline pour pouvoir déposer quelques... Et puis, la maison Wallonie-Bruxelles, nous allons déposer, s'ils sont d'accord, qu'on dépose quelques ouvrages là-bas. Pour ceux qui veulent, ils peuvent facilement aller s'approvisionner en ce livre-ci. Le livre est disponible pour le peuple congolais. Est-ce qu'il y a votre numéro, on peut l'avoir pour vous joindre? Il n'y a pas de problème, je peux vous le donner, séance tenante, ceux qui peuvent le prendre, ils peuvent le prendre. Ils peuvent m'atteindre sur Vodacom au 081 282 99 33. Voilà mon numéro de contact. C'est très bien noté. Merci beaucoup, professeur Justin Kabogo. En tout cas, c'était un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je pense qu'on n'a peut-être pas vraiment épuisé toute la matière. On pourra revenir prochainement toujours sur cet ouvrage et ce sera avec un grand plaisir. Monsieur Richard, je vous dis énormément merci. Merci. Parce que des occasions comme ça ne sont pas toujours faciles, mais on profite de ce genre d'occasions pour que ce livre soit suffisamment médiatisé. Et je demande à ceux qui peuvent nous encourager, nous aider pour que le message soit suffisamment diffusé pour que le peuple congolais sache le pourquoi de sa misère, le pourquoi de sa pauvreté. Merci beaucoup. L'ouvrage est intitulé La corruption en République démocratique du Congo. L'auteur, c'est monsieur le professeur Justin
Kabongo Toussala. Je vous rappelle, chers amis, que si vous voulez aussi voir l'auteur, le rencontrer et aussi trouver l'ouvrage, vous pouvez venir le 16 et le 17 de ce mois, septembre, de 10h à 20h. Nous serons là au centre Wallonie-Bruxelles, précisément à la bibliothèque Wallonie-Bruxelles. C'est la rentrée littéraire, la grande rentrée littéraire de Kinshasa. Venez, vous allez découvrir l'ouvrage et l'auteur sera bien sûr là aussi pour le présenter. Quant à moi, je vous dis grand merci de nous avoir suivis. Merci encore à toute l'équipe qui nous a aidés pour réaliser cette émission. Merci beaucoup à Dax Binayame. Nous nous retrouvons la fois prochaine, toujours à la même heure, sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous très bien et donc bonne lecture. Merci.